J'étais la seule à être venue à l'enterrement de mon mari. Ni notre fils, ni notre fille, pas un seul petit enfant, juste moi, debout près de son cercueil tandis que le vent froid s'engouffrait dans la cour de la chapelle, comme si même le temps ne supportait pas de rester. Le directeur des pompes funèbres semblait mal à l'aise, son regard oscillant entre les chaises vides et mon visage. Il s'éclaircit la gorge une fois, puis une autre. « Voulez-vous que nous attendions encore quelques minutes, Madame Martel ?»« Non, dis-je. Commencez. » Georges aurait détesté un retard. Il était ponctuel, même dans ces derniers jours, prenant ses médicaments à heure fixe, regardant le journal de 20 heures pile, pliant ses chaussons côte à côte avant de se coucher. Un homme d'habitude, un homme de dignité, et maintenant un homme mis en terre seul. Je me suis assise au premier rang, les 5 chaises autour de moi vides. Le prêtre a récité les Écritures sans conviction. Les fleurs étaient trop vives, le cercueil trop lustré. Je ne pouvais m'empêcher de penser que Georges aurait ri de tout ce tralala. Et puis il aurait regardé autour de lui, en fronçant les sourcils, demandant où diable étaient les enfants. Où étaient-ils? Un message était arrivé ce matin-là. Notre fils Pierre a envoyé une seule ligne. « Désolé, maman, j'ai un imprévu. Je ne peux pas venir. » Aucune explication. Aucun appel. Je l'imaginais à son bureau, ou plus probablement sur un parcours de golf avec des clients, prétendant ne pas sentir le poids de la journée, prétendant que la mort de son père n'était qu'un petit événement dans un calendrier chargé. Notre fille, Cécile, n'avait pas envoyé de message du tout. Elle avait laissé un message vocal 2 jours plus tôt, aussi léger qu'un vent de printemps. « Maman, je ne peux vraiment pas annuler mon rendez-vous chez la manucure. Et tu sais à quel point je suis anxieuse quand je dois décaler quelque chose. Dis à papa que je lui rendrai visite la semaine prochaine. » La semaine prochaine? Comme si les morts attendaient. Après la cérémonie, j'ai marché seule derrière les porteurs. Je n'ai pas pleuré. Non pas que je n'étais pas en deuil. Je l'étais depuis des mois, mais parce qu'il y a une sorte de chagrin si profond qu'il reste immobile en vous comme une ancre. Et ce jour-là, j'étais déjà ensevelie sous lui. Le cimetière était presque désert. Un vieux gardien observait de loin, la main posée sur une bêche. Le cercueil a été descendu, les prières murmurées. La poussière a rencontré le bois a rencontré le silence. Je suis restée un moment après que les autres soient partis. Mes talons s'enfonçaient légèrement dans la terre, et j'ai senti le vent s'engouffrer dans mon manteau. La pierre tombale serait posée plus tard. Pour l'instant, une simple plaque avec le nom de Georges. Georges Martel, époux bien-aimé, père, oublié. Le mot est resté coincé dans mon esprit comme un caillou dans une chaussure. Oublié. De retour à la maison, le silence rugissait. Son fauteuil était intact, ses chaussons côte à côte, la télécommande là où il l'avait laissée pour la dernière fois. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert une bouteille de vin, une bonne bouteille de la cave que je gardais toujours pour les invités, et j'ai versé un verre. J'ai pris mon téléphone et ouvert Instagram. Je ne navigue pas souvent, mais quelque chose m'a dit de regarder. Le profil de Cécile était public, bien sûr. Elle avait posté il y a 2 heures une photo d'elle et de 3 amis, verres à la main, au milieu de leur vie. Légende, brunch entre filles. Mimosa à volonté. On profite de la vie. Pierre avait posté aussi. Un instantané du 9e trou. Son nouveau club de golf brillant au soleil. Swing d'enfer. Temps idéal. Contrat signé. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou. Puis j'ai éteint le téléphone, pris une autre gorgée de vin et fixé la photo sur le mur. Georges et moi pour notre 40e anniversaire de mariage, debout à côté des rosiers qu'il avait plantés de ses propres mains. Ils fleurissaient en rouge autrefois. Maintenant, ils étaient nus. Demain, pensais-je, j'appellerai le notaire. Je ferai des changements tranquillement, avec la même dignité avec laquelle Georges a vécu. Parce que si j'étais la seule à me présenter pour son dernier adieu, je serais la seule à exécuter ses dernières volontés et les leurs. Ce soir-là, je me suis assise seule dans notre cuisine, la même pièce où Georges épluchait les pommes avec la précision d'un chirurgien, les coupant en petits croissants nets et les alignant sur une assiette. Il m'offrait toujours le meilleur morceau.
celui qui avait le plus de soleil, disait-il. Maintenant, la corbeille de fruits était intacte, quelques poires trop mûres s'affaissant sous leur propre peau. Le silence n'était pas inconnu. Georges était parti depuis près de 2 semaines avant l'enterrement, et ces jours-là avaient déjà commencé à m'apprendre la forme de la solitude. Mais ce soir, elle pesait plus fort, plus cruellement. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux chaises vides, au message de Cécile, ou plutôt à son absence. J'avais élevé une fille qui pouvait regarder son père être descendu en terre depuis le confort d'une table de brunch. L'avais-je mal éduquée? Ou avait-elle laissé mourir quelque chose en elle qui ne pouvait plus être retrouvé? Le texto de Pierre était toujours là. Pas de ponctuation, pas de chaleur, juste un rejet plat en noir et blanc. J'ai un imprévu. Était-ce la honte, l'indifférence, ou cette sorte de cruauté désinvolte que l'on ne reconnaît même pas avant qu'il ne soit trop tard? J'ai versé un autre verre de vin, non par chagrin, mais par lucidité. J'ai marché dans le couloir jusqu'à notre chambre, ouvert le tiroir supérieur du bureau de Georges. Ses affaires étaient toujours organisées de la même manière. Des enveloppes, des doubles de clés, un vieil album de timbres. J'ai atteint derrière les dossiers et j'ai sorti la chemise que je gardais cachée derrière tout le reste. Fine, soignée, scellée par un élastique. Elle était étiquetée « Succession ». À l'intérieur se trouvaient des copies de notre testament, une liste de bénéficiaires, nos instructions pour ce qui devait advenir de la maison, de la voiture, des comptes, même de l'horloge ancienne que le grand-père de Georges avait rapportée de Dublin. Tout avait été préparé, révisé par notre notaire il y a 2 ans avec amour et prévoyance. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai ouvert le dossier. Pierre était désigné comme co-bénéficiaire du principal compte d'investissement, celui qui contenait près de 300 000 € accumulés au cours d'une vie de travail et de choix économes. Lui et Cécile étaient tous deux inclus dans la clause de transfert de la maison. Même le chalet au bord du lac, celui qu'il ne visitait plus jamais, mais pour lequel il posait toujours des questions quand les impôts arrivaient, leur était destiné. J'ai tenu les pages dans ma main, mes doigts tremblants. Pas à cause de l'âge, mais de quelque chose de plus profond. La trahison a un pouls, et le mien battait à mes oreilles. Je me suis levée et je suis allée au placard, sortant une boîte de rangement en toile. À l'intérieur se trouvaient toutes les vieilles photos. Réunions de famille, anniversaires, vacances. Georges tenant les enfants quand ils étaient petits. Moi sur le porche en train de rire, Cécile tirant sur ma manche, Pierre endormi sur les genoux de Georges. Un livre tombé ouvert sur sa poitrine. Nous étions une famille autrefois. Et peut-être avais-je été trop naïve pour voir à quel point cette famille s'était éloignée. Peut-être que l'amour ne s'érode pas dans une tempête. Peut-être qu'il s'estompe comme une tapisserie décolorée par le soleil. Tranquillement, jusqu'au jour où l'on ne reconnaît plus le motif. J'ai pris une photo de Georges et Pierre à la pêche. Pierre devait avoir 12 ans. Georges avait son bras autour de lui, montrant quelque chose dans l'eau, son sourire plein et doux. Cet homme méritait plus qu'une chapelle vide. J'ai reposé la photo. Puis j'ai pris le téléphone. Il était presque minuit, mais je m'en fichais. J'ai appelé Thomas Garnier, notre notaire. C'est tombé sur sa messagerie, comme prévu. J'ai laissé un message quand même. Thomas, c'est Hélène Martel. J'ai besoin de réviser mon testament de toute urgence. Appelez-moi demain matin. J'ai terminé l'appel et je suis restée un long moment près de la fenêtre. Le clair de lune touchait le sommet des rosiers à l'extérieur. Ils avaient flétri depuis le décès de Georges, non par négligence, mais comme par sympathie. Je savais que je devais les tailler, leur donner de l'espace pour fleurir à nouveau. Mais pas ce soir. Ce soir, j'ai laissé les vieux pétales tomber. Demain, je commencerai à couper ce qui n'avait plus sa place. Le bureau du notaire sentait les vieux livres et la cire à l'eucalyptus. Le genre d'endroit où le temps semblait dense et le silence avait un poids particulier. Thomas Garnier nous connaissait, Georges et moi, depuis plus de 30 ans. Il s'était occupé de notre premier prêt immobilier, de la licence commerciale de Georges, de l'acte de propriété du chalet et finalement de notre planification successorale. Digne de confiance, précis, et comme moi, un peu fatigué des gens qui sourient quand ils veulent quelque chose. Il a levé les yeux de son bureau quand je suis entrée, se levant de sa chaise avec une expression de légère surprise.
Hélène, dit-il en boutonnant sa veste, vous êtes en avance. Ça ne pouvait pas attendre, ai-je répondu en m'installant dans le fauteuil en cuir en face de lui. Mon manteau sentait encore légèrement le jardin. J'avais coupé les roses mortes ce matin-là, tôt avant le petit déjeuner. Tailler m'avait toujours apaisé. Il y avait quelque chose d'honnête à couper ce qui ne servait plus. J'ai reçu votre message, dit Thomas en s'asseyant. Vous avez dit que vous vouliez réviser votre testament? Oui, dis-je. Pierre et Cécile doivent être entièrement retirés. Il a fait une pause, non par choc, mais par précaution. En êtes-vous sûr? Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai enterré mon mari seul. Nos enfants ne sont pas venus. Pas un appel, pas une fleur. Ils étaient occupés. J'ai posé calmement mes mains sur la table. Ils ne méritent pas un centime. Thomas a hoché lentement la tête. Alors nous allons rédiger un avenant complet. Vous voulez les retirer de toutes les dispositions? Oui. Les comptes, la maison, le chalet, tout. Compris. Il a ouvert un bloc-notes et a commencé à écrire en lignes nettes. Voulez-vous rediriger les actifs vers quelqu'un d'autre? J'ai pensé à Étienne, mon petit-fils, le fils de Cécile, le seul qui venait me voir sans avoir besoin de quelque chose. Qui tondait ma pelouse en juillet, non pas parce qu'on le lui demandait, mais parce qu'il disait que je ne devrais pas transpirer l'adore. Qui m'apportait des livres de la bibliothèque et me demandait mon avis. Qui a dit un jour, « Mamie, j'aime plus parler avec toi qu'avec les jeunes de mon âge. » J'ai pris une profonde inspiration. Oui, dis-je, j'aimerais mettre en place une fiducie pour Étienne. Je veux qu'il ait la maison, le chalet, et le reste de la succession. Je veux que ce soit structuré avec soin, protégé de la portée de ses parents. Cela peut être arrangé, dit Thomas avec le genre de professionnalisme sec que j'appréciais. Nous créerons une fiducie irrévocable au nom d'Étienne. Il n'y aura pas plein accès avant ses 30 ans, sauf pour des frais d'éducation ou médicaux. Cela vous semble-t-il acceptable? Cela semble parfait. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les détails, papier après papier, clause après clause. Je n'ai pas bronché. Quand vous avez enterré votre mari de vos propres mains et que vous vous êtes tenu à côté d'une tombe ouverte sans un enfant en vue, une pile de documents juridiques ne vous fait pas peur. Rien de trivial ne peut vous atteindre après ça. Alors que nous approchions de la fin, Thomas a de nouveau levé les yeux de son bureau. Hélène, je dois dire que ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens de votre âge font si nettement. La plupart veulent pardonner, maintenir la paix. J'ai maintenu la paix pendant 80 ans, dis-je doucement. Et elle m'a enterré bien avant d'enterrer Georges. Il n'a plus posé de questions. Quand j'ai quitté le bureau, le soleil commençait à peine à s'étirer sur le trottoir. Je suis restée dehors un instant, laissant l'air d'octobre me frapper le visage. Je n'étais pas triste. Je n'étais plus en colère non plus. J'en avais simplement fini. Fini d'attendre que mes enfants deviennent les personnes qu'ils n'ont jamais eu l'intention de devenir. Fini de confondre le devoir avec l'amour. Fini de signer des chèques avec mon cœur et de n'attendre rien en retour que le silence. Mes pas résonnaient alors que je retournais à ma voiture. Le siège en cuir semblait plus chaud que d'habitude. Je suis restée assise là, un moment, les mains sur le volant, regardant les gens s'affairer dans la rue. Une femme est passée avec sa fille, se tenant la main, partageant un rire. Je ne les enviais pas, j'ai juste noté la scène. Comme une vieille chanson que j'aimais autrefois mais que je ne jouais plus. Cette nuit-là, j'ai dormi sans la télévision allumée, sans livre, sans le vieux pull de Georges plié à côté de moi comme il l'avait été depuis l'hôpital. Le silence était toujours là, mais il ne faisait plus mal, plus maintenant. Le classeur dans le couloir avait 3 tiroirs, tous étiquetés de l'écriture stable de Georges. Maison, impôts, famille. Le dernier était le mien. Je l'ai ouvert lentement, le métal gémissant un peu, comme s'il était réticent à abandonner ses fantômes. À l'intérieur, des dossiers sur des dossiers, des reçus, des copies de chèques, des lettres de banque, de vieilles cartes de Noël glissées entre des contrats de prêt. J'avais tout gardé, non par obsession, mais parce que je croyais en la clarté. Le papier ne ment pas, et ce tiroir contenait assez de vérité pour allumer un feu de forêt. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai mis de côté le dossier étiqueté Pierre, études et affaires,
et j'ai ouvert celui de Cécile, maison et style de vie. L'écriture était la mienne. Plus nette il y a des années, toujours lisible maintenant. J'ai commencé à lire. Un chèque de 15 000 € daté de 2003. Le mariage de Cécile. C'est une petite cérémonie, maman. On veut juste un bel endroit. Cet endroit avait des lustres, des petits pains au homard et un quatuor à cordes. Un virement de 7 800 €. 2007. Le toit fuit, maman. Le berceau du bébé a été trempé. J'ai payé dans l'heure. 12 000 € en 2011. Nouvel appareil dentaire pour Étienne. 5 000 € en 2013. Il veut aller à un stage d'été de robotique. C'est très important, maman. Un an plus tard, quand Cécile a appelé en pleurant parce que son mari avait été licencié, j'ai envoyé 20 000 € de plus. Sans poser de questions. Tu nous sauves toujours, a-t-elle murmuré au téléphone. On ne sait pas ce qu'on ferait sans toi. Je l'ai cru. Le dossier de Pierre était plus épais. 25 000 € de capital de départ pour une start-up soi-disant sûre qui a fait faillite en moins de 6 mois. Georges m'avait prévenu de ne pas l'envoyer. Je l'ai envoyé quand même. Une voiture d'occasion, un acompte, 3 semestres de 3e cycle. J'ai payé les factures d'hôpital à la naissance de sa 2e fille et l'assurance quand la première s'est cassé le bras. Quand Pierre a pris du retard sur ses impôts, j'ai fait un chèque et n'en ai parlé à personne. En regardant tout ça maintenant, ligne après ligne, je me suis demandé quand exactement j'étais devenue leur filet de sécurité. Ou peut-être que ça avait toujours été comme ça et que j'étais juste trop disposée à amortir leur chute. Pas une seule fois, ils n'ont refusé mon aide. Mais ils avaient refusé de venir dire au revoir à leur père. Et ça, ce n'était pas quelque chose que le papier pouvait réparer. J'ai remis les dossiers dans le classeur, sauf un. J'ai gardé l'enveloppe marquée Étienne. À l'intérieur se trouvait un mot qu'il avait écrit quand il avait 11 ans. Crayonné, plié en 2. Mamie Hélène, merci de m'avoir appris à faire des crêpes. Je pense que tu es très sage et drôle. Un jour, je prendrai soin de toi, comme tu prends soin de moi. J'ai tenu le papier longtemps. Il avait 19 ans maintenant. Je ne savais pas s'il se souvenait d'avoir écrit cette lettre, ou si elle signifiait encore quelque chose pour lui, mais pour moi, oui. J'avais l'intention d'être juste, de diviser les choses équitablement. C'est ce que les gens disent, n'est-ce pas? Sois juste. Ne fais pas de favoritisme. Mais et si l'équité n'était pas l'égalité? Et si l'équité signifiait donner son héritage à la seule personne qui vous voyait, non pas comme une banque, mais comme un être humain? Georges disait « L'héritage, ce n'est pas ce que tu laisses, c'est à qui tu le laisses. » Je pensais qu'il parlait financièrement. Maintenant, je sais que non. La maison semblait plus petite ce jour-là, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais commencé à la voir sans l'encombrement de la mémoire. Pendant des années, j'ai gardé chaque bibelot que les enfants m'avaient donné. Des cartes faites à la main, des cadres photos en macaroni, des tasses à paillettes. Mais l'amour n'est pas dans les objets, il est dans les actions. Et dernièrement, leurs actions avaient toutes dit la même chose. Tu es utile, pas précieuse. Cet après-midi-là, j'ai emballé 3 boîtes en carton avec les vieux cadeaux des enfants. Pas pour les jeter. Pas encore. Juste pour faire de la place. De la place pour que quelque chose d'autre puisse grandir. Ce soir-là, je n'ai pas bu de vin. Je n'avais plus besoin de courage. J'ai fait du thé. Du vrai thé. Celui que Georges aimait. Des feuilles en vrac dans une vraie théière. Infusées juste comme il faut. Je l'ai emporté dans le salon et je me suis assise dans le silence, les jambes repliées sous moi, l'odeur de bergamote douce dans l'air. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le début de la paix. L'appel est arrivé juste après midi, une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois, douce, presque hésitante. « Mamie ?» C'est Étienne. J'ai fermé le grand livre devant moi. J'étais en train de vérifier les factures, me préparant à résilier certains services du chalet au bord du lac. Celui que Pierre n'utilisait jamais, mais qu'il appelait toujours un actif. Ce n'était plus un actif. Pas pour lui. « Bonjour, mon chéri », dis-je, en prenant soin de garder ma voix stable. « Tout va bien ?» Une pause. Puis, j'ai appris pour grand-père. Je suis désolée de ne pas avoir appelé plus tôt. J'ai attendu, non pas pour le punir, mais parce que j'avais besoin d'entendre si les mots suivants étaient sincères.
Je ne savais pas qu'il était décédé avant-hier, dit rapidement Étienne. Maman ne me l'a jamais dit. Elle a dit qu'il était malade, mais pas qu'il était parti. Je suis restée très immobile. Il est décédé il y a presque 3 semaines, Étienne. Je sais, a-t-il murmuré. Je suis désolée. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. J'ai entendu quelque chose dans son silence. Pas de la culpabilité exactement, mais du chagrin. Le vrai. Celui qu'on ne peut pas feindre. Je voulais venir te voir, a-t-il ajouté. Si ça ne te dérange pas. J'ai expiré. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Il est arrivé 1 heure plus tard, plus grand que dans mon souvenir, un peu mal rasé, sentant légèrement la lessive propre et le stress. Il m'a serré dans ses bras comme le font les jeunes gens quand ils ne sont pas sûrs d'être encore les bienvenus. Un bras un peu hésitant, puis complètement une fois qu'il réalise que vous ne vous dérobez pas. Je ne me suis pas dérobée. Nous nous sommes assis dans le salon. Je lui ai servi une limonade et il a regardé autour de lui comme si la maison était à la fois familière et différente. C'est ainsi que l'on ressent le deuil, je suppose. On reconnaît tout, mais cela n'appartient plus au même monde. J'ai manqué son enterrement, dit-il, et je ne me le pardonnerai jamais. Tu n'es pas celui qui a choisi de le manquer, dis-je doucement. Il m'a regardé alors. Vraiment regardé. Maman n'est vraiment pas venue? J'ai hoché la tête une fois. Il n'a rien dit, a juste baissé les yeux sur le sous-verre sous son verre, passant son pouce sur son bord effiloché. Elle m'a dit qu'ils avaient du travail, dit-il après un moment. Que tout était géré. J'aurais dû me douter. Tu le sais maintenant. Je veux faire quelque chose, dit-il en se redressant. Pour lui? Pour toi? N'importe quoi. Tu le fais déjà, dis-je. Tu es là. Il n'avait pas l'air convaincu. J'ai hésité, puis je me suis levée et suis revenue avec une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient les documents de la fiducie, non signés, non déposés, mais réels. Je ne les avais pas encore apportés à la banque. Je voulais d'abord voir le visage d'Étienne. Je lui ai tendu le dossier. Il l'a ouvert, les sourcils froncés, a lu les premières lignes, puis m'a regardé, alarmé. « Mamie, qu'est-ce que c'est ?»« Mon plan, dis-je simplement. C'est tout. La maison, le chalet, même les comptes d'épargne. Oui, mais pourquoi moi ?» Sa voix s'est brisée. Pourquoi pas maman ou oncle Pierre? J'aurais pu dire beaucoup de choses. J'aurais pu parler de leur absence, de leur cruauté, de leurs fêtes et de leurs excuses. Mais j'ai choisi une autre vérité. Parce que tu es le seul à être revenu sans qu'on t'appelle. Il a regardé les papiers, puis les a posés doucement comme s'il avait peur de casser quelque chose. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il. « Tu n'as rien à dire. Souviens-toi juste de qui tu es, et souviens-toi de ce à quoi ressemble l'amour quand il est vrai. » Ses yeux étaient humides maintenant. Il les a essuyés avec sa manche, comme il le faisait quand il était petit, et ne voulait pas que l'on voie qu'il pleurait. Nous sommes restés assis là longtemps sans parler, juste à être. Comme Georges et moi avions l'habitude de nous asseoir le soir, 2 personnes qui n'avaient pas besoin de remplir l'air de son pour se sentir proches. Au moment de partir, Étienne s'est tourné vers moi à la porte. « Si je passe le week-end prochain, est-ce qu'on pourra refaire des crêpes ?» J'ai souri, un sourire plein et doux pour la première fois depuis des jours. On utilisera même le bon sirop d'érable. Cécile s'est pointée le lendemain matin. Je savais qu'elle viendrait, non pas parce que je lui manquais, non pas parce qu'elle avait besoin de réconfort, mais parce que j'avais cessé de répondre à ses messages. Elle est arrivée sans prévenir, les pneus de son SUV noir crissant sur le gravier trop vite, comme si elle était en retard pour quelque chose de plus important. Elle n'a pas frappé, elle est juste entrée comme elle le faisait toujours, comme si la maison lui appartenait encore d'une manière invisible. « Maman », dit-elle en posant son énorme sac à main sur la table de l'entrée. J'essaie de te joindre. Je ne me suis pas levée. Je pliais le linge lentement, délibérément, assortissant les chaussettes comme si c'était la tâche la plus importante du monde. J'ai été occupée, dis-je. Elle a ricané doucement. Occupée à quoi? Je n'ai pas répondu. Elle est allée dans la cuisine, s'est versé un verre d'eau sans demander,
et s'est appuyée contre le comptoir comme si les murs lui appartenaient. « Alors » dit-elle. « C'est vrai ?» Je l'ai regardée. « De quoi parles-tu » Elle a tapoté ses ongles contre le verre. « Étienne a dit que tu changeais ton testament. » J'ai fini de plier une chemise et l'ai placée soigneusement dans le panier. Pour nous exclure, Pierre et moi. « Oui » Cécile a ri, un rire court et amer. « Tu es sérieuse ? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que tu as fait ?» Je l'ai regardé maintenant, le pliage terminé, les mains immobiles. « Tu n'es pas venue à l'enterrement de ton père, Cécile. Tu n'as pas envoyé de fleurs. Tu n'as pas appelé. Tu n'as même pas demandé. J'avais un rendez-vous. » Oui, je l'ai coupé. Tes ongles, puis un brunch. J'ai vu les photos. Elle a cligné des yeux, mais n'a pas nié. Tu veux parler de ce que vous avez fait pour moi ? Ai-je continué. Vous m'avez envoyé des listes de courses, des factures, des frais de scolarité, des demandes de prêts immobiliers, et je les ai payés tranquillement sans rien demander. C'est ce que fait une famille, a-t-elle répliqué sèchement. Elle s'entraide. Non, dis-je doucement. C'est ce que font les mères et je l'ai fait pendant des années. Elle s'est tue. Ton père a construit cette maison de ses propres mains. Il n'avait pas grand-chose, mais il avait de la fierté. Il vous a appris que le respect se mesure en action, pas en mots. Et toi, tu n'as pas pu lui donner 2 heures pour un au revoir. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas ? Elle a fixé le sol. Alors, tu nous déshérites vraiment. Comme ça. Non, dis-je. Pas comme ça. J'ai passé les 20 dernières années à donner sans recevoir. J'ai enterré mon mari seul. Je me suis assise près de sa tombe et j'ai attendu mes enfants. Ils ne sont jamais venus. Ce n'est pas juste comme ça. C'est toute une vie. Elle a croisé les bras, essayant de paraître composée, mais sa bouche était serrée. Tu nous punis. Non, Cécile. Je me libère et je donne tout à Étienne. Je n'ai rien dit. Elle a ri à nouveau, cette fois d'un ton plus aigu. C'est un gamin. Qu'est-ce qu'il connaît à la responsabilité ? Il sait comment être présent. Le silence qui a suivi était épais. J'ai pensé qu'elle pourrait pleurer. J'ai pensé qu'elle pourrait crier. Au lieu de ça, elle a pris son sac. « Eh bien, » dit-elle en ajustant ses lunettes de soleil, « j'espère que ça te donne un sentiment de puissance ?»« Non, » dis-je calmement. « Ça me donne un sentiment de paix. » Elle est partie sans un mot de plus. J'ai attendu d'entendre la voiture s'éloigner avant de prendre les papiers de la fiducie sur la table de la salle à manger et de les poser à côté du linge plié. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé une lettre sur le seuil. Pas de timbre, pas d'enveloppe, juste du papier froissé et taché. Tu ne comprends pas ce que c'est que de tout gérer. Nous avons fait de notre mieux. Peut-être avons-nous échoué, mais nous déshériter comme ça n'est pas la solution. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié en 2 et l'ai placé dans le tiroir marqué « Diverses » parce que c'est ce que c'était maintenant. Juste un autre morceau de papier. Trop peu, trop tard. Pierre est venu le lendemain. Il n'est pas entré en trombe comme Cécile. Il a frappé 2 fois, a attendu, puis a frappé à nouveau. J'ai ouvert la porte lentement, sachant déjà qu'il ne viendrait pas seul. Et il n'est pas venu seul. Derrière lui se tenait Mathilde, sa femme, arborant son sourire rigide habituel et une écharpe trop chère pour la saison. Elle m'a fait un signe de tête comme si j'étais une étrangère qu'elle avait accepté de rencontrer par faveur. « Maman » dit Pierre, sa voix calme, répétée. « On peut entrer ?» Je me suis écartée. Il a regardé la maison comme quelqu'un qui traverse un musée d'une vie qu'il ne reconnaît plus. Je les ai conduits au salon. Ils n'ont pas enlevé leur manteau. J'ai appris par Cécile, a-t-il commencé, et par Étienne. Je m'en doute. Il s'est éclairci la gorge. Je pense qu'il y a eu une confusion. Je n'ai rien dit. Mathilde a croisé délicatement les jambes, les diamants de sa bague captant la lumière de l'après-midi. Nous comprenons que c'est une période difficile, Hélène. Les émotions sont vives après une perte. Je l'ai regardée. Vous n'êtes pas venue à son enterrement non plus. Elle a cligné des yeux. J'avais un dîner avec un client, un contrat très important, international. Pierre s'est agité. Maman, écoute,
J'aurais dû appeler. J'aurais dû venir, mais je ne savais pas comment faire. Je pensais que peut-être... Non, ai-je interrompu. Tu pensais que peut-être si tu l'ignorais assez longtemps, ça deviendrait le deuil de quelqu'un d'autre. Il a détourné le regard. J'ai attendu, ai-je continué. Je me suis assise dans une pièce construite par les mains de ton père, seule, pendant qu'on le descendait en terre. Et aucun de vous n'est venu. Pierre a ouvert la bouche, mais Mathilde a posé une main sur son genou. Un signal. Laisse-la parler. Nous comprenons que vous êtes contrarié, dit-elle. Et c'est votre droit de changer votre testament. Mais soyons raisonnables. Étienne est un enfant. Il a 19 ans. Oui, mais il n'a pas d'expérience. Il ne sait pas comment gérer une fiducie ou une propriété. Il pourrait être manipulé. J'ai haussé un sourcil. Par qui? Mathilde n'a pas bronché. Par des gens qui savent qu'il a hérité de quelque chose de précieux. Comme vous, ai-je pensé. Pierre a réessayé. Maman, je sais que je t'ai déçue. Je sais que je n'ai pas été le meilleur des fils, mais tu dois admettre que c'est un peu extrême. Non, dis-je doucement. Ce qui est extrême, c'est d'abandonner son père. Ce qui est extrême, c'est de vivre sa vie comme si les gens qui vous ont élevé étaient jetables. Il a dégluti difficilement. Alors c'est tout. Tu nous coupes les ponts. Vous vous êtes coupé les ponts vous-même. Je ne fais que constater les faits. Mathilde s'est levée. Ça pourrait devenir compliqué, Hélène. Légalement. J'ai croisé son regard. Ça ne le sera pas. Les documents sont impeccables. Mon notaire est bon. Et j'ai eu le temps de réfléchir. Pierre paraissait plus vieux que dans mon souvenir, les tempes plus fines, les yeux creux. Je pensais que tu pardonnais aux gens. C'est le cas, dis-je. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Ils n'ont plus discuté après ça. Ils se sont levés, m'ont remercié avec une politesse forcée et sont partis. Ce n'est qu'après la fermeture de la porte que j'ai senti le tremblement dans mes mains. Pas de la peur, pas de doute. Une libération. Je suis restée assise près de la fenêtre pendant un long moment, regardant la dernière lumière s'éteindre dans le ciel. Les rosiers étaient presque nus maintenant. L'hiver était proche. Georges aurait dit « Ils refleuriront », et ils le feraient, mais pas pour tout le monde. La banque sentait le nettoyant au citron et le pouvoir tranquille, le genre d'endroit où le vieil argent se déplace lentement et où personne n'élève la voix. Je n'y étais pas entrée depuis près d'1 an. Mais il se souvenait de moi. « Madame Martel ?» a dit la réceptionniste en se levant immédiatement. « Monsieur Moreau sera tout de suite avec vous. » J'ai hoché poliment la tête et j'ai attendu près des hautes fenêtres donnant sur la rue principale. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations, la tête baissée, affairés. À l'intérieur, le monde semblait immobile, comme si quelque chose d'important était toujours sur le point de se produire. Monsieur Moreau, Richard, est sorti 1 minute plus tard, toujours aussi impeccable dans son costume sur mesure. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais renversé de café de sa vie. « Hélène ?» m'a-t-il salué chaleureusement en me serrant la main. « J'ai été surpris par votre message. »« Bien ?» ai-je dit. « La surprise est une bonne chose. » Il a souri, incertain, et m'a conduite à son bureau. Des murs en verre, un bureau en noyer, une seule photo encadrée de son chien. Georges aurait aimé ça. Un visage honnête dans une pièce pleine de finances. « Je comprends que vous voulez faire quelques changements, » dit-il en ouvrant mon dossier de compte. « Je les ai déjà faits, » ai-je répondu. « Je suis ici pour m'assurer qu'ils sont exécutés sans délai. » Il a parcouru les notes, les sourcils se haussant à la lecture. « Vous avez révoqué tous les virements liés, retiré Pierre et Cécile comme bénéficiaires, mis en place une fiducie irrévocable au nom d'Étienne. C'est un changement significatif. »« Je suis une femme significative, » ai-je dit. Il a gloussé. « Oui, vous l'êtes. » Je me suis légèrement penchée en avant. « Je veux des garanties, Richard. Blindé, sans appel, sans représentants familiaux lui tordant le bras dans 5 ans quand ils réaliseront ce qu'ils ont perdu. Nous pouvons structurer la fiducie pour empêcher cela. Les versements seront contrôlés, conditionnés à un usage éducatif, au logement ou à la santé,
jusqu'à ses 30 ans. Après cela, plein accès, mais toujours protégé. Voulez-vous un cofiduciaire? Non, dis-je. Étienne pourra avoir un conseiller financier s'il le souhaite, mais les décisions lui appartiennent. J'ai plus confiance en lui qu'en les avocats. Ce n'était pas une pique contre Richard, juste une vérité. Il a ajusté ses lunettes. Vous comprenez que cela ne peut pas être annulé facilement. Je ne veux pas que ce soit annulé. Nous avons tout passé en revue. Signature, date, confirmation finale. C'était comme construire quelque chose. Pas une maison, pas une entreprise, quelque chose de plus silencieux, de plus fort, une frontière qui ne plierait pas sous la culpabilité ou ne s'adoucirait pas avec le temps. Avant que je parte, Richard a joint ses mains sur le bureau. « Hélène, si je peux me permettre, et vous pouvez tout à fait me dire que ça ne me regarde pas, mais faites-vous cela par colère? » J'ai réfléchi à la question. « Non, » ai-je dit, « je le fais par lucidité. » Il a hoché lentement la tête. « C'est rare. »« Non, » ai-je répété, plus doucement cette fois. « C'est juste tard. » Quand je suis sortie dans la lumière de l'après-midi, elle semblait différente, plus propre, plus légère en quelque sorte. De l'autre côté de la rue se trouvait un café où Georges et moi allions après les courses. Je n'y étais pas allée depuis des années. L'endroit avait changé. Personnel plus jeune, musique plus forte, mais je suis entrée quand même et j'ai commandé un cappuccino. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la rue. Une femme d'une trentaine d'années est passée en poussant une poussette, son manteau flottant au vent. Elle avait l'air fatiguée, déterminée, familière. J'ai siroté mon café lentement. Pas de téléphone à la main, pas d'urgence, juste une tasse, une chaise, une heure entière qui n'appartenait à personne d'autre qu'à moi. On a toujours dit que cette étape de la vie serait calme. On n'a pas dit à quel point la paix pouvait être bruyante. Lorraine Dubois vivait 2 maisons plus loin, et ce, depuis 1972. Nous n'étions pas le genre de femmes à nous appeler meilleures amies, mais nous avions partagé assez de tasses de thé et échangé assez de regards entendus par-dessus nos clôtures pour que le silence entre nous soit devenu une sorte de langage. Elle a frappé vers 5 heures, portant une boîte de sablé au citron et sa curiosité douce habituelle. « J'ai vu la voiture de Pierre ici hier », dit-elle dès que j'ai ouvert la porte. « A-t-il apporté des fleurs ou juste des excuses ?»« Ni l'un ni l'autre », dis-je en m'écartant pour la laisser entrer. « Il a amené sa femme et un costume. »« Oh !» dit-elle, et ce seul mot était imbibé de jugement. Nous nous sommes assises dans le salon, et je lui ai servi du thé, de la camomille pour elle, du thé noir fort pour moi. Elle a posé la boîte entre nous sur la table basse et ne l'a pas encore ouverte. Elle attendait. Je leur ai dit, dis-je, tout. Qu'ils sont exclus du testament, qu'Étienne est le seul qui soit jamais revenu sans qu'on le lui demande. Lorraine a laissé échapper un long soupir. Il était temps. Je l'ai regardé. « Je suis désolée, Hélène, » dit-elle en s'adoucissant, « mais je t'ai regardé courir après leur approbation pendant des années. Garder les enfants quand tu avais tes propres rendez-vous chez le médecin, signer des chèques pendant qu'ils partaient en croisière, sourire quand ils oubliaient les anniversaires. Je n'arrêtais pas de me dire « Un jour, elle va craquer. » Et Dieu merci, tu l'as enfin fait. Je n'ai pas craqué, dis-je. J'ai épluché tout ce qui n'était pas de l'amour. Lorraine a souri, mieux formulé. Nous sommes restées assises en silence un moment, écoutant le léger bourdonnement du réfrigérateur et les rafales de vent occasionnelles à l'extérieur. L'automne commençait à s'installer, le genre d'automne qui sent les vieilles feuilles et le bord de quelque chose qui se termine. « Le regrettes-tu » a-t-elle demandé finalement. J'ai secoué la tête. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Elle a enfin ouvert la boîte. Les sablés étaient parfaits. Bords croustillants saupoudrés de sucre, beurrés et fondants au milieu. Nous en avons pris un chacune et avons mâché pensivement. « Tu sais, » dit-elle, « ma nièce a essayé de me faire vendre cette maison au printemps dernier. Elle a dit que c'était trop pour moi, que je devrais déménager dans une de ces résidences pour seniors près du lac. « Tout est fait pour toi, Tati, » a-t-elle dit. « La lessive, les repas, même les sorties de groupe. Et qu'as-tu répondu ? J'ai dit que je préférais mourir dans une maison pleine de tasses ébréchées et de mon propre silence que de vivre dans un endroit qui sent l'eau de Javel et l'ennui des autres. » J'ai ri.
un petit rire sincère qui venait de quelque part de stable. Lorraine s'est penchée. Toi et moi, nous venons d'une génération qui sait ce que coûte l'endurance. Nous avons usé nos colonnes vertébrales. Élevé des gens qui pensent que l'amour se mesure en cadeaux et que la gratitude est facultative. J'ai hoché la tête. Tu n'es pas cruelle, Hélène, a-t-elle ajouté. Ils diront que tu l'es. Ils chuchoteront sur la façon dont elle a déshérité ses propres enfants. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que tu étais aussi celle qui les maintenait à flot à travers chaque tempête, même quand ils ne prenaient pas la peine de demander si tu te noyais. J'ai cligné des yeux avec force, mais rien n'est tombé. Nous avons parlé pendant une autre heure de son jardin, de l'état du quartier, des écureuils qui grignotaient à nouveau sa gouttière. Quand elle est partie, je l'ai serrée dans mes bras plus longtemps que d'habitude. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé la télévision. J'ai sorti une vieille lettre que Georges m'avait écrite lors de son premier voyage d'affaires, rangée dans un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des années. Hélène, cette maison n'est jamais vide avec toi dedans. Tu es le toit, le plancher et le verrou de la porte. Même quand on a l'impression que personne ne te voit, moi, je te vois. Je l'ai lue 3 fois avant de la remettre dans l'enveloppe. La maison était silencieuse, mais pas vide. Plus maintenant. Ça a commencé par une promenade, un acte simple et banal. Mais pour moi, c'était la première que je faisais sans une raison liée à quelqu'un d'autre. Pas pour aller chercher des médicaments, pas pour apporter un plat, pas pour rendre un plat que je n'avais pas demandé d'emprunter. Je voulais juste marcher. La matinée était fraîche, pas froide. Le genre d'air qui vous aiguise les poumons mais ne vous mord pas la peau. Je portais le vieux coupe-vent de Georges, une taille trop grande, effiloché au poignet, et je me sentais étrangement réconfortée par son poids. J'ai parcouru le quartier lentement, non pas comme quelqu'un qui fait de l'exercice, mais comme quelqu'un qui se souvient de ce qui lui appartient encore. La maison des Michaud avait toujours les mêmes volets bleus. La balançoire du porche des Leroy grinçait de la même manière que lorsque Georges disait « On devrait réparer la nôtre avant que celle-là ne finisse par tomber ». Il ne l'a jamais fait. Eux non plus. Au parc, je me suis assise sur un banc sous le vieil orme, celui qui s'était fendu dans une tempête en 99. Il penchait encore légèrement, têtu et vivant. De l'autre côté du chemin, 2 jeunes mères poussaient des poussettes, discutant d'apprentissage du sommeil et d'école maternelle. Elles ne m'ont pas jeté un regard, et ça ne me dérangeait pas. Je ne faisais plus partie de leur monde. Je ne voulais plus l'être. Une femme s'est assise à l'autre bout de mon banc, peut-être la quarantaine. Elle avait cet air fatigué mais fonctionnel que je me rappelais de mes propres années de milieu de vie. Le genre de femme qui fait 5 listes par jour, mais oublie pourquoi elle est entrée dans une pièce. Nous sommes restées assises en silence quelques minutes. Puis elle a dit, sans me regarder. « Vous venez souvent ici ?»« Autrefois, » ai-je dit, avant que les gens n'aient plus besoin de trajets en voiture et de plats cuisinés. Elle a ri doucement. « Ça a l'air sympa. Nous n'avons pas échangé nos noms. Nous n'en avions pas besoin. Je suis ici pour me vider la tête, » dit-elle. Ma fille m'a dit hier qu'elle ne pense pas vouloir d'enfant. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de voir l'intérêt. J'ai haussé les sourcils. « Qu'avez-vous dit ?» Je lui ai dit que je ne voyais pas l'intérêt de ces 5 tatouages, mais j'ai réussi à le garder pour moi. J'ai souri. « Vous ne l'avez pas gardé pour vous, n'est-ce pas ?» Elle a ri à nouveau, plus librement cette fois. « Non, en effet. » Nous avons parlé pendant 15 minutes de choses sans importance et de tout ce qui comptait. Elle est partie la première, en faisant un petit signe de la main. Je l'ai regardée disparaître au détour du sentier et j'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Une petite ouverture, comme la fissure d'une porte longtemps gelée. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner juste pour moi. Pas un plat rapide, pas des restes, un vrai repas. J'ai mis la table, utilisé la belle vaisselle, allumé une bougie, j'ai mis la radio doucement en fond sonore. La même station que Georges aimait, même s'il parlait plus qu'il ne passait de musique maintenant, et j'ai mangé en silence. Pas seul, mais en solitaire. Il y a une différence. Après, je suis allée dans le bureau et j'ai regardé autour de moi. La pièce avait toujours été l'espace de Georges. Papier, livres, mots croisés à moitié finis. Je n'avais pas touché grand-chose depuis son décès,
Mais ce soir, je l'ai fait. J'ai épousseté, ouvert les fenêtres, aéré. Puis je me suis assise à son bureau et j'ai écrit une lettre à moi-même. Juste quelques lignes. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas tenu de mériter la paix par l'épuisement. J'ai plié le papier et l'ai glissé dans le tiroir à côté de ces derniers mots croisés. À moitié fait. La réponse aux 14 verticales, toujours vide. L'indice était fin d'un chapitre, début d'un autre. Je n'avais pas besoin de connaître la réponse. Je la vivais déjà. L'enveloppe portait son écriture. Je l'ai reconnue instantanément. Des lettres capitales légèrement inclinées et soignées avec un espacement inégal. Étienne avait toujours appuyé trop fort sur son stylo, comme si les mots ne comptaient pas s'ils ne laissaient pas une empreinte. Elle est arrivée 3 jours après notre conversation, glissée entre une offre de carte de crédit et un prospectus de supermarché. Je l'ai rentrée, l'ai posée sur le comptoir de la cuisine et l'ai fixée pendant que ma bouilloire chauffait. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée là, comme je laissais autrefois ma carte d'anniversaire non ouverte sur la cheminée jusqu'après le dîner, prolongeant le mystère. Quand le thé fut prêt, je me suis assise et j'ai ouvert l'enveloppe. Chère mamie, je voulais écrire ceci plutôt que d'envoyer un texto. Je sais que j'aurais pu le dire la dernière fois que je t'ai vue, mais j'essayais encore de trouver les bons mots. Et maintenant, après y avoir réfléchi quelques jours, je ne pense pas qu'il y ait de mots parfaits. Alors voici les mots honnêtes. Merci. Pas seulement pour la fiducie ou la maison ou le chalet, même si je sais que c'est énorme, mais pour autre chose, pour être la seule personne dans cette famille qui ne m'a jamais demandé d'être autre chose que exactement qui je suis. Tu m'as toujours fait de la place. Même quand mes parents me poussaient à être plus poli, plus ambitieux, plus, je ne sais pas, stratégique. Tu n'as jamais été stratégique, tu as juste été vrai. Je ne savais pas que grand-père était malade. Je ne savais pas qu'il était mort. Je ne sais toujours pas vraiment comment digérer ça. Et je suis désolée. J'aurais été là. Tu sais, j'aurais été là. Et je suis tellement en colère contre maman de ne pas me l'avoir dit, d'avoir supposé que ça n'avait pas d'importance. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à me choisir, mais je te promets que je ne le gâcherai pas. Je ne vais pas te décevoir. Je veux prendre soin de cette maison, mamie. Je veux apprendre ce que toi et grand-père avez construit. Je veux comprendre le genre de force qu'il faut pour continuer à être présent quand personne d'autre ne l'est. Je t'aime. Je ne le dis pas assez, mais c'est vrai. Je t'ai toujours aimé. Je l'ai lu 3 fois. Une fois les yeux secs. Une fois la main sur le cœur. Une fois avec des larmes coulant silencieusement sur ma mâchoire. Puis j'ai posé la lettre sur la cheminée, et je suis restée devant, comme si c'était quelque chose de sacré. Parce que dans cette maison, des lettres comme celle-là étaient rares. Non pas parce que l'amour n'existait pas, mais parce qu'il était resté trop longtemps non dit, supposé, étiré à l'extrême. Je n'avais pas besoin de l'argent que j'avais mis de côté. Plus maintenant. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de savoir qu'un de mes actes, un petit investissement discret de temps et de tendresse, n'avait pas été entièrement englouti par des enfants ingrats et des fêtes de famille performatives. Ce soir-là, je me suis assise dans le fauteuil de Georges et j'ai regardé les ombres se déplacer sur le sol alors que le soleil plongeait derrière les érables. Étienne était le genre d'homme que Georges aurait respecté. Pas bruyant, pas autoritaire, mais stable, curieux, présent. Ce dernier point comptait plus que tout maintenant. Être présent. Pas seulement se montrer, mais voir. Je savais qu'il ne gaspillerait pas la fiducie. Pas à cause de l'argent, mais parce qu'il avait goûté à ce que signifiait être oublié. Et les gens comme ça ne laissent pas les choses pourrir en silence. Ils planteraient quelque chose avec. Ils se souviendraient. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le léger craquement de la maison alors que la température baissait. Le bois qui bouge, qui s'installe, qui respire. C'était un son que j'avais autrefois trouvé solitaire. Maintenant, il sonnait comme la vie qui continue, comme un héritage qui murmure en retour. Les soirées avaient un nouveau rythme maintenant. Pas d'appel de Cécile me demandant si je pouvais juste passer à l'école chercher Étienne. Non pas parce qu'elle avait besoin de moi,
mais parce que son cours de yoga avait débordé. Pas de message de Pierre se demandant si ça ne me dérangerait pas de couvrir une réparation de voiture surprise. Jamais assez urgent pour justifier la panique, mais toujours juste assez pour appliquer une pression. Le silence était devenu doux. Ce soir-là, j'ai mis la table pour une personne. Non pas parce que j'étais seule, mais parce que je comprenais enfin la différence entre manger et être nourrie. J'ai fait un poulet rôti. Un vrai rôti, pas congelé, pas passé au micro-ondes. Des pommes de terre aussi. J'ai utilisé le romarin du jardin que Georges avait planté à l'époque où nous croyions encore que les week-ends étaient faits pour rire et non pour les corvées. J'ai allumé une bougie. Je n'en avais pas besoin, mais je la voulais. Au milieu du dîner, la maison était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Je me suis souvenu de cette horloge du premier appartement que Georges et moi avions loué. À quel point elle semblait forte quand nous étions couchés, éveillés la nuit, sans argent, sans assurance, sans véritable plan sauf l'un l'autre. Il disait toujours « On construira quelque chose, même si c'est lent. » C'était lent et c'était magnifique. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle lentement, sans me presser, sans faire plusieurs choses à la fois, sans penser à savoir si quelqu'un d'autre aurait besoin de la cuisine ensuite. Je l'ai séché, je l'ai rangé, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. J'ai dansé. Pas bien, pas longtemps, mais assez. J'ai allumé le tourne-disque, le vieux que Georges avait essayé de réparer 100 fois jusqu'à ce qu'il abandonne et me dise « Il a plus de charme avec une rayure. » Il avait raison. Il sautait toutes les 3 lignes, et je connaissais toujours les paroles. J'ai dansé dans le salon pieds nus, les bras légèrement levés, mon corps raide à des endroits que je ne me souvenais pas avoir jamais été raide. Mes genoux m'ont rappelé que j'avais 79 ans. Mais mon cœur avait de nouveau 20 ans. J'ai dansé comme si personne ne regardait, parce que pour une fois, personne ne regardait. Pas pour juger, pas pour attendre que je m'arrête pour me tendre une facture ou un besoin ou un service. Juste moi. Dans la maison que j'entretenais, dans le calme que j'avais mérité. Je ne me suis arrêtée que lorsque j'ai remarqué la cheminée, inutilisée, froide, une couche de cendres datant encore du dernier hiver où Georges était en vie. Je me suis agenouillée, je l'ai nettoyé soigneusement, j'ai balayé le vieux. C'était comme un rituel, quelque chose de sacré. J'ai trouvé un petit mot glissé dans un panier de petits bois que je n'avais pas touché depuis des années. C'était l'écriture de Georges, courte, simple. Continue de danser, même si c'est juste dans la cuisine. Le monde essaiera de te faire oublier qui tu es. Ne le laisse pas faire. Je me suis assise, les mains couvertes de poussière, les larmes montant mais ne coulant pas. Il avait su. Peut-être pas exactement comment les choses se dérouleraient, mais il avait su ce que la vie essaierait de me faire, comment elle essaierait de me rendre plus petite, plus polie, plus accommodante. Et il avait laissé ce message comme un repère dans les bois. Je suis restée assise sur le tapis un moment, regardant le foyer vide. Pas vide, me suis-je corrigée, en attente. Plus tard cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre d'1 centimètre. J'ai laissé l'air d'automne entrer. Celui qui sent les feuilles mortes et quelque chose de plus pur en dessous. Je me suis allongée sous la couette que j'avais faite en 84, quand Georges travaillait encore de longues heures et que les enfants étaient à l'école et que je pensais encore que l'épuisement était une sorte de vertu. Maintenant, je sais mieux. Maintenant, je sais que la paix est une meilleure mesure. Mon corps était fatigué, mais pas de la vieille manière, pas comme avant quand le poids des besoins des autres s'installait dans ma colonne vertébrale comme un deuxième squelette. C'était une bonne fatigue, une fatigue méritée. Celle qui vient après avoir récupéré quelque chose. Pas un trône, pas une vengeance, juste un nom. Le mien. Je ne l'attendais pas. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Mathilde là, seule, pas de voiture en vue, pas de Pierre traînant derrière avec des excuses répétées devant un miroir, j'ai senti un étrange silence s'abattre sur moi. Elle tenait une tarte du commerce. J'ai haussé un sourcil. Elle a esquissé un sourire nerveux. C'est aux pommes. Je me suis écartée, non par gentillesse, non par obligation, juste par curiosité.
Elle est entrée comme quelqu'un qui était déjà venu, mais qui n'avait jamais vraiment regardé autour. Ses yeux ont balayé le couloir, les photos, le porte-manteau que Georges avait construit en 1981, le même dont Pierre avait cassé une patère enfant et avait menti à ce sujet. Georges ne l'a jamais réparé. Il disait que ça faisait partie de l'histoire maintenant. Mathilde se tenait maladroitement dans la cuisine. Je ne lui ai pas offert de thé. Je ne lui ai pas dit de s'asseoir. J'ai laissé le silence faire son travail. Finalement, elle a dit « Je ne suis pas venue pour demander quoi que ce soit. » Bien. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ce que tu as dit à Pierre à propos de la fiducie, de la maison, de tout. J'ai hoché la tête. Je sais que vous ne me croyez probablement pas, a-t-elle continué, ses mains maintenant jointes fermement devant elle. Mais je voulais vous dire merci. Cela m'a surprise. Pourquoi exactement? Pour ne pas l'avoir donné à Pierre. Elle a levé les yeux, et pour la première fois depuis toutes les années que je la connaissais, j'ai vu quelque chose d'authentique, non filtré, non calculé. Pierre n'a jamais appris à se débrouiller seul, dit-elle. Il a grandi avec tout ce qui était géré pour lui. J'ai essayé de maintenir cette illusion, mais elle s'est arrêtée, les yeux vitreux maintenant. Le fait que vous le couvriez n'a pas aidé, mais moi non plus. Et maintenant c'est juste ce qu'il est. Je n'ai rien dit. Elle a poursuivi. Je sais qu'il vous en veut, et Cécile vous en veut. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que vous étiez celle qui tenait le tout ensemble pendant qu'il se plaignait de la façon dont vous le faisiez. Je me suis appuyée contre le comptoir, les bras croisés. Alors pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que je suis fatiguée aussi, a-t-elle murmuré. Nous sommes restés dans cette cuisine silencieuse un long moment. Personne n'a bougé. La tarte était intacte entre nous. Elle s'est finalement assise. Je veux que vous sachiez que j'admirais Georges, dit-elle. Il a été gentil avec moi, même quand il n'avait aucune raison de l'être. Et je sais que je n'ai jamais dit merci pour tout ce que vous avez fait. Pour l'aide, l'argent, le babysitting, le constant. Oui, je l'ai observé. Vous ne me deviez pas de remerciements, ai-je dit, mais vous lui deviez votre présence quand il a quitté ce monde, et vous n'êtes pas venu. Elle a baissé les yeux. Je sais. Il n'y avait aucune satisfaction à le dire. Juste la vérité, comme épousseter un rebord de fenêtre. Elle a attrapé son sac à main, non pas pour partir, mais pour en sortir quelque chose. Une petite photo aux bords usés. C'était une photo d'Étienne, peut-être âgé de 5 ans, assis sur la balançoire dans mon jardin. J'avais pris cette photo un dimanche. Mathilde a dû la prendre d'une des cartes de Noël que j'avais envoyées des années auparavant. « Il vous aime », dit-elle. « Vous le savez, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « J'espère qu'un jour il aimera quelqu'un comme ça », a-t-elle ajouté. « Et j'espère qu'il saura à quel point c'est rare. » Elle s'est alors levée, a ajusté son manteau. « Je ne vous prendrai pas plus de votre temps, » dit-elle, « mais je voulais le dire avant que l'histoire ne soit réécrite, avant qu'ils ne fassent de vous la méchante dans leur version. » Elle s'est dirigée vers la porte et l'a ouverte elle-même. Le vent a attrapé le bord de son écharpe. Pendant une seconde, elle a semblé plus jeune, moins laquée, juste une femme qui avait aussi passé sa vie à se donner à des gens qui ne l'ont jamais vue. Elle s'est arrêtée sur le seuil. « Ne les laissez pas vous prendre votre paix, Hélène, » dit-elle. « Ils en ont pris assez. » Et puis elle est partie. Je suis restée là longtemps avant de prendre la tarte et de la mettre au réfrigérateur. Non par sentimentalisme, juste parce qu'elle serait bonne avec du thé demain. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre du notaire. Pas une urgence, juste une confirmation. Les nouveaux documents étaient déposés. La fiducie était active. Le nom d'Étienne figurait maintenant sur chaque acte, chaque compte, chaque ligne où les noms de Pierre et Cécile se trouvaient autrefois. C'était silencieux, pas triomphant, pas dramatique, juste stable. Comme un livre enfin fermé après être resté ouvert trop longtemps, les pages se gondolant à l'air. J'ai pris l'enveloppe dans le jardin. Les rosiers avaient finalement cédé au froid. Georges disait « Ils se rendent avec dignité ». Et j'ai toujours aimé cette phrase. Maintenant, je savais ce qu'il voulait dire. Il y a une façon de lâcher prise qui ne ressemble pas à une défaite.
Je me suis assise sur le banc et j'ai passé mes doigts sur le papier. C'était réel maintenant. Tout. Pas seulement une décision prise dans le deuil ou la colère. Elle s'était installée en moi, dans la maison, dans le jardin. J'avais fait ce qui devait être fait. Et étrangement, j'ai ressenti autre chose aussi. Pas du soulagement, pas de la fierté, une permission. La permission de recommencer, même si ce n'était qu'avec les petites choses. Cet après-midi-là, j'ai sorti la machine à coudre. Elle était rangée depuis avant que Georges ne tombe malade. J'ai débarrassé la table, huilé la roue, enfilé la canette avec le même soin tranquille que ma mère m'avait autrefois enseigné. Je n'avais pas besoin de faire quelque chose d'important. Je voulais juste entendre à nouveau le bourdonnement, ce doux rythme de travail qui me rappelait les femmes qui continuaient, peu importe le poids qu'elles portaient. J'ai fait de nouveaux rideaux pour la cuisine. Ils n'allaient avec rien. Bleu vif avec des coutures blanches maladroites. Mais ils étaient à moi. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai fait des crêpes. Des vraies, faites maison, pas d'une boîte. J'ai mis 2 assiettes sur la table. Je savais qu'Étienne viendrait. Il venait toujours quand il disait qu'il viendrait. Il est arrivé juste après 9 heures, portant un sac de courses que je n'avais pas demandé. « Je me suis dit que tu voudrais peut-être quelque chose de frais ?» dit-il. J'ai souri. « Tu veux apprendre à les faire aujourd'hui ?»« Ouais, » dit-il. « Je veux bien. Nous avons cuisiné ensemble. » Je lui ai montré l'astuce pour les retourner sans les déchirer, comment tester la chaleur de la poêle avec une goutte d'eau, comment incorporer la pâte sans perdre l'air. Il a écouté. Vraiment écouté. Pas comme Pierre le faisait. Impatient, cherchant toujours le raccourci. « Tu es doué pour ça ?» dit-il en mordant dans la première. J'ai eu le temps de m'entraîner, ai-je dit. Il a versé plus de sirop et a souri. « Tu sais, je pense que cet endroit pourrait devenir quelque chose. » Je l'ai regardé. « La maison, » dit-il. « Je ne veux pas seulement la garder. Je veux l'utiliser, peut-être pour d'autres, comme un espace pour les gens qui n'ont nulle part où aller, ou même un petit atelier de jardinage. Apprendre des choses aux gens. J'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi que je n'attendais pas. L'espoir. Pas le genre bruyant et désespéré. Le genre doux et patient. « Je pense que ton grand-père aimerait ça, » ai-je dit. Il a hoché la tête. « Peut-être que je commencerai par le porche. Il a besoin d'être réparé. Il te faudra de vrais outils, ai-je dit. Pas ces trucs d'étudiants dans des boîtes en plastique. » Il a ri. « Je suppose que tu devras m'apprendre ça aussi. » Nous avons mangé le reste dans un silence facile. Après son départ, je me suis tenue à l'évier pour faire la vaisselle, la fenêtre ouverte, les nouveaux rideaux se balançant doucement. Le vent sentait les feuilles sèches et quelque chose de légèrement sucré. Peut-être de la cannelle, peut-être un souvenir. J'ai regardé le jardin. Les rosiers étaient repartis pour la saison. Le banc était froid. Les arbres se tenaient nus mais droits. Et pour la première fois depuis l'enterrement, je n'ai senti aucun poids m'écraser. Juste la forme de ce qui allait suivre. Quelque chose qu'Étienne construirait. Quelque chose pour lequel j'avais fait de la place. La première neige est tombée légèrement. Juste une fine poussière blanche sur le jardin. Le genre qui ne tient pas encore, mais qui vous dit que la saison a vraiment changé. Je l'ai regardé depuis la terrasse arrière, enveloppé dans mon gros gilet, un café à la main. Étienne était devant, mesurant les marches avec un petit niveau, marmonnant pour lui-même comme Georges le faisait quand il travaillait. Cela faisait 1 mois que j'avais signé les papiers. Le monde n'avait pas applaudi. Le ciel ne s'était pas ouvert. Mais quelque chose en moi avait changé. Un poids porté pendant des décennies avait enfin disparu. Et ce qui l'a remplacé n'était ni la colère, ni la victoire, juste de l'espace. J'avais fait de la place pour quelque chose de nouveau. Les enfants n'avaient pas rappelé. Cécile avait envoyé un texto. « J'espère que tu es fière de ce que tu as fait. » Je n'avais pas répondu. Le silence de Pierre était plus long, plus profond, un vide qui ne demandait plus à être comblé. Je ne les ai pas poursuivis. Laissez-les raconter leur version. Laissez-les me peindre en femme froide. J'avais vécu assez longtemps pour savoir que les gens réécriront toujours la vérité pour rendre leur honte plus confortable.
mais je savais ce qui s'était passé. Je savais ce que j'avais donné, et je savais ce que j'avais récupéré. La vérité n'avait pas besoin de crier. Elle avait juste besoin de se tenir droite. Étienne a frappé doucement à la porte arrière. « Mamie, tu veux voir la nouvelle rampe ?» J'ai posé ma tasse et je l'ai suivi devant. Il avait bien travaillé. Poncé, teinté, verni contre les intempéries. Le Porsche, pour la première fois depuis des années, avait l'air d'être entretenu par quelqu'un. Georges aurait dit qu'il penche un peu à gauche. J'ai souri. Étienne a souri à son tour. Comme tout le monde dans cette famille. J'ai ri, un rire franc et sonore. Un rire qui n'avait pas habité en moi depuis longtemps. Il s'est tenu à côté de moi, s'essuyant les mains sur un chiffon. Je pensais que peut-être au printemps prochain, on pourrait commencer un petit potager devant. Pas seulement des fleurs, des légumes, des herbes, quelque chose qui pousse. Je l'ai regardé, et j'ai vu non seulement le garçon que je bordais autrefois, mais l'homme qui avait choisi d'être présent. Ça me semble parfait. Nous sommes rentrés. Le froid commençait à mordre maintenant. J'ai fait de la soupe. Il a réparé le placard qui grinçait. Je lui ai montré où se trouvait le tableau électrique. Il a posé des questions sur l'isolation du grenier. Nous avons rempli la journée avec les petites choses nécessaires qui font une vie. Pas le genre que l'on prend en photo, mais le genre qui nous manque quand elles ne sont plus là. Ce soir-là, après son départ, j'ai écrit une dernière lettre. Pas pour le tribunal, pas pour les avocats, pour moi-même, à la femme que j'étais. Tu as essayé plus longtemps que tu n'aurais dû. Tu t'es plié en des formes qui ne te convenaient pas. Tu as parlé doucement quand tu aurais dû te tenir droite. Tu as donné quand tu aurais dû dire non, mais tu as aussi aimé farouchement. Et ce n'est pas une erreur. Maintenant, tu es libre. Libre de danser dans les cuisines, de planter quelque chose juste pour le plaisir de le voir grandir, de dire non sans culpabilité, de dire oui sans peur, de donner quand c'est mérité, non exigé. Tu n'es pas cruel, tu n'es pas amer, tu es lucide. Et cela, enfin, est suffisant. J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans le même tiroir où je gardais autrefois les vieilles photos de famille. Non pas pour la cacher, juste pour savoir qu'elle était là. Comme un phare que je m'étais construit moi-même. Avant de me coucher, je suis sortie une dernière fois. Les étoiles étaient vives, le froid plus profond maintenant. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai murmuré. Il aurait été fier. Pas de la décision, ni même de la force, mais du fait que j'avais enfin choisi la paix. Pas bruyante, pas ostentatoire, juste la mienne. Alors, voici ce que je vous laisse. Vous qui avez lu jusqu'ici, qui avez peut-être vos propres silences, vos propres pièces douloureuses, vos propres limites non dites, n'attendez pas que quelqu'un vous offre la paix. Choisissez-la. Ne confondez pas l'amour avec l'obligation. Ne confondez pas le devoir avec la valeur. Et si votre maison est pleine de bruit, mais que personne ne vous entend, créez un nouveau genre de silence, un silence où vous n'êtes plus invisible, un silence où vous n'avez pas à disparaître pour vous sentir en sécurité. Si cette histoire a trouvé quelque chose de vrai en vous, partagez-la, parlez-en à quelqu'un, ou gardez-la simplement près de vous et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer chez soi. Suivez pour plus d'histoires comme celle-ci. Laissez un commentaire si elle a fait écho à quelque chose en vous. Ou asseyez-vous simplement avec elle un moment. Je vous promets que c'est suffisant.